Chavreau. Hervé Chavot. Présent. Agnès Sibiel sera représentée par Frédéric Faure. Robert Dessaignet. Représent. Martine Dimino. Frédéric Faure. Ok. Yann Frachis. Alexandra Goudard présente. Philippe Grimonet sera représenté par Éric Polny. Présent. Sylvie Accard. Jean Klein. Delphine Lehu. Thierry Magnoli. Alors, Julie Médina vient de nous prévenir qu'elle aura quelques minutes de retard. Lise Monnier. Hélène Noc-Brunet. Nicole Papot. Christian Parizeau sera représenté par Nicole Papot, donc présente. Éric Polny. Présent. Christian Ponsonnaille sera représenté par moi-même, Alexandra Goudard, ainsi que Rogel Magali. Nathalie Sorin. Présente. Richard Surlop. Présent. Et François Toula. Très bien. Merci. Voilà, eh bien, je pense que le quorum est atteint. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de ce conseil municipal du 11 mai. Pour commencer ce conseil municipal, et comme usuellement, je vous propose de rendre hommage à une ancienne élue qui est décédée au mois d'avril de cette année. C'est donc un hommage à Madame Hélène Levrat. Donc, comme usuellement, je vais vous rappeler qui était Madame Hélène Levrat et ce qu'elle a fait pour la commune de Lantilly. Donc, Madame Hélène Levrat est arrivée sur la commune de Lantilly en avril 1964. C'est une épouse et une maman de 6 enfants qui a contribué fortement à l'activité de la commune sur la commune de Lantilly. C'est en 1964 qu'elle a créé avec quelques Lantillois et Lantilloises l'Union des familles, qui a donc vu le jour dès 1975. Et donc cette association qui est bien connue et qui regroupe un ensemble d'activités est là pour pour accompagner les familles et proposer un ensemble d'activités, en particulier pour les familles nombreuses, qui n'était pas si courant dans les années 60. En 1972, elle passe le flambeau et elle crée, en partenariat avec la commune de Fleurieux, donc Lantilly-Fleurieux, l'ADMR qui est bien connue aujourd'hui et qui apporte un soutien très important auprès des personnes en difficulté ou les personnes qui sont plus âgées. Elle est présidente de l'ADMR de 1978 à 1982 et ensuite elle passe le relais à monsieur Jean-Paul Guyot. L'aventure municipale ne s'arrête pas là, puisque de 1983, à partir de 1983, elle est élue au conseil municipal dans lequel elle exercera 2 mandats délégués à l'action sociale. Il me paraissait important que nous lui en rendions hommage ce soir. Et en particulier pour toute son activité, en particulier c'est elle qui est à l'origine de ce qu'allait devenir l'association des petits lutins, puisqu'elle avait créé dès la fin des années 80 une halte de garderie qui allait devenir en 1989 l'association des petits lutins. Voilà, je souhaitais que nous lui rendions hommage et comme usuellement, je vous propose qu'on observe 1 minute de silence pour Madame Hélène Levrat. J'en profite pour aussi, au-delà de nos différences de vision politique, pour rappeler qu'au nom du conseil municipal, donc le mari de Nicole Vanier, monsieur Gilles Vanier, est décédé la semaine dernière. Donc au nom de tout le conseil municipal, puisque la bienveillance et le respect sont des valeurs qui me sont essentielles,
j'ai adressé nos sincères condoléances au nom du conseil municipal dans cette épreuve difficile à Madame Vanier et à ses enfants, à ses 2 filles. Voilà, je vous propose donc de commencer le conseil municipal avec le premier point qui concerne l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations? Donc normalement, vous avez reçu le procès-verbal du conseil municipal du 30 mars. Y a-t-il des remarques ou des observations? Non, je ne vois pas de main se lever. Donc je vous propose que l'on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Le procès-verbal est donc validé à l'unanimité. Le premier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal concerne le compte administratif et le compte de gestion. Et donc, Monsieur de Seigné va vous rappeler ces éléments que l'on avait initiés le 30 mars lors du précédent conseil. Et bonsoir à tous. Je vais compléter avec des nouveaux éléments. Voilà, alors, voilà la synthèse du compte administratif 2021, donc le définitif, puisque vous vous souvenez qu'au dernier conseil, on n'avait pas pu le voter en raison de différents éléments, essentiellement le transfert de la trésorerie de l'Arbrel à Tarare, ce qui fait qu'on n'avait pas pu clôturer les comptes. À ce moment-là, au 30 mars, on n'était pas prêt. Donc, entre-temps, on a réussi à les clôturer, heureusement. Et on se rend compte, en fait, qu'entre les résultats provisoires qu'on a présentés et non pas votés la dernière fois, et les résultats définitifs que l'on va voter, il y a finalement très peu d'écart. Donc, on est quand même agréablement surpris, compte tenu des turbulences qu'on a vécues depuis le début de l'année. Alors, si vous regardez le tableau, là, on a toujours l'excédent de clôture, il est légèrement inférieur à ce qu'on avait annoncé la dernière fois, entre 10 et 13 000 euros de moins. On est quand même à près de 475 000 euros de supplément par rapport à l'année précédente. Donc on voit qu'en fonctionnement, on a le résultat est de 582 000 euros, K euros, oui 580 000 euros. Un excédent reporté donc de 2020 de 339 000 euros. Et le résultat global, 921 000, alors qu'on avait annoncé 930 000 lors du conseil du 30 mars. Si on compare à 2020, on était à 874 000, donc là aussi, il y a un excédent. Côté investissement, on a un résultat de 426 000 euros, résultat de l'exercice. L'excédent reporté de 1 246 000 euros, ce qui fait un résultat global d'investissement de 1 673 000, légèrement inférieur aussi à ce qu'on avait annoncé, qui était de 1 677 000. Donc, je ne vais pas refaire le compte administratif détaillé qu'on a déjà présenté au mois de mars. Je vais travailler par écart, vous indiquer les petites différences qu'on a dû régulariser. Pour terminer là-dessus, vous voyez l'excédent global de clôture est à presque 2,6 millions, alors qu'en 2020, on était à 2,120 millions. Alors, ça, c'est le document que je vous avais déjà présenté lors du dernier conseil. Mais vous voyez, ce qui est surligné en jaune, c'est les variations. Donc vous voyez que c'est essentiellement au niveau du personnel qu'on a une petite variation pour la partie fonctionnement. Et pour la partie dépenses de fonctionnement. Et pour la partie recettes, on a aussi un petit peu moins d'impôts et taxes que ce qui était prévu. Alors si vous regardez les commentaires dans la marge, là, ils n'ont pas varié. C'est toujours la même chose, donc je n'y reviens pas. Il n'y a pas eu de différence en dehors des 2 postes qui sont surlignés, et dont je vais vous donner le détail. Voilà. Donc, c'est les principales régularisations qu'on a dû faire en fonctionnement, suite aux dernières opérations. Donc, en dépenses, on voit que c'est les frais de personnel et les frais assimilés, comme je viens de le dire. C'est au niveau du compte 64,88, c'est essentiellement des tickets restaurants. Il y a des variations de dernière minute. Donc, on a plus 4 000 euros de dépenses. Vous voyez, 45 836 au lieu de 41 825. Voilà.
Et au niveau des recettes, on a un petit peu moins que prévu au niveau des impôts, donc des impôts fonciers notamment. Donc le compte 7311, c'est taxes foncières d'habitation, enfin c'est essentiellement taxes foncières, on a moins 5 000 euros. Voilà. 2 482 au lieu de 2 488. Ce qui fait un impact global au niveau du fonctionnement de 9 200 euros. Vous voyez que c'est de l'ordre du millième par rapport au budget, quoi. Puisqu'on a un peu moins de 10 millions de budget, vous voyez que un peu plus de 10 000 euros si on compte l'investissement, c'est marginal. Hein. On a été agréablement surpris. Voilà pour la partie fonctionnement. On va revenir à l'investissement. Donc là, si vous avez des questions là-dessus, je peux y répondre tout de suite parce que je vous dis, à part ces 2 postes surlignés, il n'y a pas eu de variation. Alors maintenant, au niveau de l'investissement, donc au niveau des, en fait, il n'y a pas eu de variation au niveau des recettes. La variation, elle est au niveau des dépenses. On a un petit supplément de dépenses au niveau du matériel roulant. Vous allez le voir là, c'est ce poste surligné, les 345 000 au niveau des immobilisations corporelles. Alors, tout comme pour le fonctionnement, les remarques qui sont dans la marge sont toujours valables, ça n'a pas changé, ça. Le seul petit écart, il porte là. Donc, en termes de dépenses, c'est les 5 000 euros que je viens d'évoquer, sur le compte 21 571, matériel roulant en voirie, on a un petit supplément, on a 41 000, presque 42 000 au lieu de 37 000 présentés lors du dernier conseil. Alors, j'ai dit qu'il y avait rien au niveau de recettes. Si, il y a, mais bon, c'est marginal, c'est une régularisation d'un amortissement qui date d'opération de 2016. Donc, il peut de temps en temps, il y a des choses comme ça que la trésorerie nous remonte. Bon, on a plus 600 euros, c'est en plus, là, on ne va pas s'en plaindre, mais c'est marginal comme impact. Ce qui fait qu'au niveau de la section d'investissement, on a un impact de 4 400 euros. On est en moins sur les résultats d'investissement, ce qui fait un global, impact total sur l'investissement d'environ 13 600 euros. Si on ajoute les 9 200 euros du fonctionnement aux 4 400 euros de l'investissement. Voilà l'impact de ces opérations de régularisation. Alors, il y a des petites bricoles, des points de détail, mais j'ai mis que les principales. Le reste, c'est de l'ordre des dizaines d'euros ou des centaines d'euros. Voilà pour ce compte administratif qu'on votera tout à l'heure, si vous le voulez bien. Alors, maintenant, le compte de gestion. Alors, le compte de gestion, il fait apparaître en section d'investissement un excédent de 425 845. En section de fonctionnement, un excédent de 582 427. Et vous voyez que quand on avait présenté l'an dernier la prévision, comme vous le faisiez remarquer, Madame Papot, lors de la présentation du budget, on avait 92 000. Finalement, on est quand même à 600 000. Bon, c'est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus rassurant. On espère qu'il en sera de même pour l'an prochain. Donc, ce qui fait un total des 2 sections investissement et fonctionnement d'un peu plus d'1 million d'euros en excédent. Et pour le résultat global, donc le résultat global, on est à 2 593 708,20 euros. Donc, si on revient au résultat du compte administratif, donc vous voyez ce résultat global là en vert, on retrouve bien les 2 593 708 dans notre compte administratif. Et on a bien un peu plus d'1 million pour le résultat que je vous ai présenté tout à l'heure ici. Vous voyez qu'on a bien strictement les mêmes valeurs à la virgule près. Donc il y a cohérence parfaite entre le compte administratif et le compte de gestion. Donc je crois qu'il faut qu'on vote le compte de gestion. Après, on votera le compte administratif et après, on fera l'affectation du résultat. Donc on va commencer par, si vous voulez bien, par voter. Non, je suis allé trop loin là. Je suis allé trop loin. Voilà. Donc je vous propose de voter ce compte de gestion. Je vous laisse faire, Madame le maire. Alors, concernant l'approbation du compte de gestion, qui est contre? Qui s'abstient? Et bien, qui est pour? À l'unanimité, merci. Donc, le compte de gestion est validé. Merci à Monsieur Desaignet et aux équipes de la comptabilité de la commune qui ont permis d'expliquer à qui on a mené la vie un petit peu difficilement en ce début d'année avec cette action et cette cohérence avec les résultats de la trésorerie générale. Ça n'a pas été facile et ça a été fait
rapidement quand on voit le petit écart que cela concernait. Donc merci à Monsieur Dessaignet et merci aux agents pour leur action. Concernant le compte administratif, eh bien, je vais donc me retirer et laisser la parole au doyen de l'Assemblée pour voter le compte administratif. Donc c'est Monsieur Jeanclin qui est le doyen de l'Assemblée et je vais lui laisser la place. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, après le vote du compte de gestion, nous allons donc procéder au vote du compte administratif, après l'explication que nous venons d'avoir. Alors, même question, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, vote à l'unanimité de ce compte. Madame le maire va revenir. Merci. Ou pas, oui. Eh bien, on va laisser Monsieur Dessaignet continuer avec l'affectation du résultat. C'est ça. Alors, vous voyez que le résultat de fonctionnement dans la première colonne jaune, en haut, là, dégage un résultat cumulé de 921 055,26. Alors, comme vous le savez, on est obligé de prendre en charge les restes réalisés d'investissement qui s'élèvent à 424 396,20. Ils n'ont pas varié, hein, heureusement. Donc, on va déduire ces 424 396 de ce résultat cumulé. Et c'est tout à fait en bas, la première colonne de gauche. Et il nous reste, on dégage un résultat de fonctionnement affecté de 496 659,06. Et si vous vous souvenez, on avait un peu plus de 500 000 lors du 30 mars. Donc vous voyez qu'il y a on retrouve notre écart de 9 000 et quelques euros là. Donc je vous propose d'affecter en fonctionnement ce résultat de 496 659,06 qui se reportera au budget 2022. Alors pour rappel, vous voyez qu'en 2020, on avait un peu plus de restes réalisés et on avait un résultat inférieur, un résultat de fonctionnement affecté inférieur. Donc c'est des résultats encourageants. Alors sinon, les autres commentaires, ils ne varient pas par rapport à ce que j'ai présenté en fin mars. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Donc, cette affectation de résultat est adoptée à l'unanimité. Le point suivant concerne la décision modificative. C'est encore moi. Et c'est encore avec Monsieur Dessaignet. Alors, évidemment, puisqu'il y avait un écart par rapport à ce qu'on a présenté dernièrement, enfin au dernier conseil, il va bien falloir prendre en compte ces écarts pour les intégrer dans le budget. On a voté le budget, mais là, il faut corriger un petit peu ce budget pour tenir compte de la variation de résultats. Donc, c'est ce qui est marqué dans ce slide. On va intégrer la régularisation dans la mise à jour, enfin dans l'affectation définitive. Donc, en section de fonctionnement, eh bien, il faut tenir compte de ces 9 209 euros d'écart là. Donc, on va jouer sur le chapitre 23, c'est-à-dire le virement à la section d'investissement. On va le débiter, on va le diminuer de cet écart, justement, des 9 209,99, presque 9 210. Et on va être obligé, pour équilibrer ça, de faire en recette le même débit sur le compte 22. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Alors, le compte 22, c'est le résultat de fonctionnement reporté, puisque c'est ce qu'on reporte. Et bien, il faut effectivement tenir compte de cet écart de résultat. Là, au niveau fonctionnement, on a équilibré notre budget. Et en section d'investissement, donc au niveau du chapitre, on va utiliser le chapitre dépenses imprévues, le chapitre 0,20, pour le diminuer de la somme des deux écarts. C'est 9 000 plus les 4 000 qu'on a vu tout à l'heure en
en investissement, ce qui fait en gros 13 000, enfin pas en gros, exactement 13 726,05. Donc vous voyez, on avait 160 000 de prévus en dépenses imprévues, c'est le cas de le dire, là, et on les diminue légèrement, on les passe à 146 273,95. On joue sur ce compte-là. Et partie recette, il faut qu'on trouve la même chose. Donc, en ligne 01, c'est le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, c'est le report de l'an dernier. Donc là, on va... pareil, où je suis, la section d'investissement, oui, chapitre 020. Et le 01, ça se compose en deux parties pour les recettes. Il n'y a qu'un seul compte qui est concerné pour les dépenses. Pour les recettes, on joue sur deux comptes, sur le 01 que je viens d'évoquer, pour 4 516 €. Oui, c'est le report de l'an dernier, il est légèrement inférieur, il est de 1 672 652 94 au lieu de 1 677, c'est ce qu'on a vu dans le tableau de synthèse tout à l'heure. Et au niveau des recettes, pour atteindre les 13 000 € qu'on a mis en dépenses, eh bien, on va jouer sur la ligne 021, c'est-à-dire le virement de la section de fonctionnement, qui est légèrement inférieur aussi. On retrouve les moins 9 210 € de fonctionnement qu'on débite sur ce compte. Ce qui fait bien un total de 13 626,05 pour équilibrer la partie dépenses. Bon, ça, c'est très comptable. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. C'est des opérations de régularisation comptable pour être en ordre dans notre budget. Donc, je vais vous présenter l'impact de cette décision modificative sur le budget par rapport à ce que j'avais présenté dernièrement. Donc, voilà, le budget primitif, je vous avais présenté la dernière fois, le 30 mars, on avait un budget primitif 2022. Là, on a le budget primitif corrigé par la décision modificative. Et vous voyez qu'on retrouve l'écart. En résultat de fonctionnement global, on a 612 €. On avait 622, je crois, la dernière fois. Mais bon, on retrouve les mêmes écarts que présenté tout à l'heure. Donc, on a bien un budget équilibré en dépenses et recettes, avec un résultat légèrement inférieur. Voilà, je ne vois pas plus de choses à dire, sauf si vous avez des questions. Y a-t-il des remarques, des questions ou des observations, sachant que le débat budgétaire avait eu lieu le 30 mars et là, il s'agit de correction, donc d'une décision modificative qui vise à prendre en compte les petits écarts que l'on a vus avec le compte administratif et la cohérence avec le compte de gestion? Non? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Donc, la décision modificative numéro 1 est approuvée et le budget primitif, avec le budget primitif que nous avions approuvé en mars 2022. Voilà, le point suivant, le point numéro 4, concerne le débat sur la protection sociale complémentaire. Alors, je ne sais pas où est la souris. Voilà, on va avancer. Donc, l'ordonnance de 2021, de février 2021, donc l'ordonnance 2021-175, prévoit que l'Assemblée délibérante doit procéder à un débat obligatoire à la fois sur la protection sociale complémentaire et sur les garanties de protection sociale complémentaire. Et elle rend obligatoire la participation de l'employeur à participer au contrat de prévoyance et au contrat de santé. Alors, pour rappel, les contrats de prévoyance visent à couvrir la perte de salaire et de retraite liée à une maladie, à une invalidité ou une incapacité ou à un décès. Et concernant la santé, ça vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, par une maladie ou un accident qui n'est pas pris en charge. Voilà, ces dispositions visent à permettre aux agents d'avoir une protection sociale minimale en cas de précarité et d'harmoniser avec la législation qui est déjà en vigueur dans le secteur privé. Donc, pour cela, vous avez reçu un dossier accompagnant la note de synthèse. On peut peut-être, merci, passer à la page suivante. Vous avez reçu un dossier. On va rapidement faire une synthèse du contenu de ce dossier. Donc, les évolutions qui sont liées à cette loi, c'est donc pour la santé une participation obligatoire des employeurs avec un 50% d'un minimum
d'un montant cible, mais qui n'est pas encore défini aujourd'hui, qui sera défini au 1er janvier 2026 et qui couvre un minimum de paniers de soins, qui sont le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier et les dépenses de frais dentaires et optiques. Donc le montant de référence et le niveau de prise en charge sera défini par décret, comme je viens de le dire, en 2026. Pour ce qui est prévoyance, là aussi, la loi prévoit la participation obligatoire des employeurs à hauteur de 20% minimum, mais là aussi, le montant cible et le socle de garantie sera défini au 1er janvier 2025. Donc rapidement, si on passe... Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, ce qui se passe sur la commune de Lantilly, donc elle participe déjà depuis plusieurs années à la protection sociale des agents, avec une participation de 25 € pour la complémentaire santé et une participation de 10 € pour la prévoyance. Voilà. Donc, si on rappelle au niveau national, donc vous l'avez ici à l'écran et c'était inclus dans les dossiers. Donc, il y avait sur le niveau national, donc il y avait en cas de congé maladie ordinaire, en cas de congé longue maladie, en cas de congé longue durée ou d'invalidité temporaire. Il y avait donc les règles pratiquées, c'est une couverture du traitement de base 12 mois consécutifs maximum. Ceci se décomposant à 3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement. Bon, je ne vais pas vous relire tout, hein, c'est la partie nationale. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce que l'on pratique sur la commune de Lantilly. Donc, sur la commune de Lantilly, en cas de maladie ordinaire, en cas de longue maladie ou de grave maladie, le traitement de base, il est à plein traitement et il est à demi-traitement selon la réglementation que vous trouvez sur la colonne de gauche. Pour la partie FSE, donc là, il y a une déduction sur le jour de carence et à partir du 4e jour d'absence. Voilà, donc chacun ayant pu prendre connaissance du dossier que j'ai résumé en quelques points, eh bien, le débat, il est ouvert. Je ne sais pas si vous avez des observations par rapport à ce débat. Oui, Madame Papot. Oui, c'est juste pour comprendre, parce que comme il n'y a pas de commission liée au personnel, ça me permet au moins de pouvoir savoir ce qui va se passer. Donc en santé, je lis qu'on a donc 3 ans pour savoir si on participe toujours à 50% ou si on va augmenter notre taux de participation. Et en prévoyance, on a 2 ans pour savoir également si on augmente de 20% la participation de la mairie. Je suppose que vos 3 ans vos 3 ans et vos 2 ans font référence à aux 2 pages d'avant. Oui, au 1er janvier 2026 pour la santé. Oui, on peut revenir en arrière peut-être pour que tout le monde suive. En fait, on pourrait dès aujourd'hui reposer le débat de la participation et de la contribution de la municipalité moi, je vous ai décrit ce qui existait, ce qui est mis en place depuis quelques années. Mais la date du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2025, c'est juste pour dire qu'en fait, il y a une participation obligatoire, mais que les montants cibles ne sont pas définis encore par le décret. Voilà, c'est juste ça la date. Mais là, on pourrait revoir dès à présent, si on le souhaitait. Aujourd'hui, la participation, elle est de 20, je le rappelle, elle est de 25%. Pardon, elle est de 25 € pour la complémentaire santé et 10 € pour la prévoyance. Mais rien ne nous empêche de réouvrir les discussions si besoin. C'est un débat. Donc ça veut dire que ce soir, si on dit par exemple on prend à 75%, on peut émettre cette idée et puis on en débat comment ça se passe, parce que après je suppose qu'il faut bien sûr le passer en commission, il faut le passer tout à fait. Le débat, c'est chacun s'exprime et vous êtes là pour vous exprimer. Ouais. Donc on note les remarques de chacun. D'accord. Et puis ensuite, c'est un processus, comme vous l'avez décrit, où il y a une discussion, il y a un positionnement, il y a une discussion. Et puis, comme il y a un comité technique, donc on passe au comité technique en fonction de ce qui est retenu. On discute avec les agents, un processus comme on trouve dans le privé. Voilà. Et puis ensuite, en fonction des règles, on passe au conseil municipal si on convient d'apporter des modifications à la pratique actuelle.
Voilà. Sachant que, comme vous le dites, on aura plus d'informations au 1er janvier 2026 sur le montant cible et au 1er janvier 2025 pour le montant cible et le socle de garantie pour la prévoyance. Donc aujourd'hui, on peut faire une proposition, il faut attendre. Qu'est-ce que vous Chacun vous est libre proposez? de s'exprimer puisque c'est un débat. Donc il n'y a pas de vote, Oui, d'accord. mais chacun est libre de faire part de ses observations. Donc on peut dire que la prévoyance, éventuellement, on peut demander une participation à la même hauteur que la santé dans nos propositions. Vous êtes libre de demander ce que vous pensez être bien de demander. Donc, je suppose qu'on va reformuler ce que vous venez de proposer, en fait. C'est-à-dire, dans le débat, je note, enfin, nous notons que Madame Papeau souhaite que le Oui. point... Voilà, que la prévoyance soit, je dirais, prise en charge par l'employeur au même montant, enfin au même pourcentage que la santé. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Non? Eh bien, très bien. Nous actons que le débat a eu lieu et que chacun ait pu s'exprimer sur ce sujet. Voilà, le point 5 concerne le départ en retraite et l'attribution d'un bon cadeau. C'est M. Polny qui va vous présenter ce point. Bonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, lorsqu'un employé municipal fait valoir ses droits à la retraite, je rappelle que le régime juridique applicable aux cadeaux offerts par les communes et à leurs agents quittant le service à l'occasion de leur départ à la retraite n'a pas encore été déterminé. Bien que cette qualification varie selon l'analyse que les juridictions en font, le juge des comptes demande au comptable de disposer d'une délibération de la collectivité locale décidant de l'octroi des cadeaux aux agents. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'octroyer à Madame Colette Plagnard, donc, qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui a quitté la collectivité le 30 juin 2022, donc lui octroyer, en tout cas nous donner la possibilité de lui octroyer un cadeau de départ sous forme de bon d'achat pour une valeur de 500 €. Je propose qu'on passe au vote. Pas de remarques ni de... Ok. Eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Et nous souhaitons Une bonne retraite. une bonne retraite Madame à Plagnard. Madame Plagnard. Le point suivant, et c'est toujours avec Monsieur Polny, concerne Epora et l'achat de la propriété de la parcelle BV 0035. On va vous décrire, Monsieur Polny. On va peut-être appuyer. Donc, juste pour mémoire, EPORA, c'est l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. Comme ça évitera les interrogations. Donc, par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2020, la commune a été placée en état de carence. En effet, la commune n'a pas atteint les objectifs en matière de logements sociaux imposés par l'État pour la période 2017 à 2019. Pour permettre à la commune d'augmenter son nombre de logements sociaux et d'atteindre les objectifs fixés par la loi SRU, là encore, SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, le conseil municipal, dans sa séance du 8 septembre 2021, a autorisé Madame le maire à signer une convention avec l'EPORA. Cette convention permet notamment à l'EPORA d'accompagner la commune sur les opportunités d'aménagement liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tenements situés dans le périmètre concerné par le projet. Une propriété 6-12 rue Châtelardru, alors pour la définir un peu plus sympathiquement, c'est la maison au volet rose. Quand on monte la rue Châtelardru, qui est située à gauche, à peu près en face de l'auto-école. Elle fait une superficie de 589 mètres carrés. Elle est située en zone UA et elle appartenait à Madame Pradel Monique. A été mise en vente au prix de 655 000 €. L'objectif de cette acquisition serait de créer entre 3 et 7 logements sociaux
et de maîtriser le projet et de conserver le bâti existant, contribuant à la préservation du patrimoine lentillois. L'EPORA est arrivé à un accord avec la propriétaire en vue de l'acquisition pour 655 000 € du bien. La commission d'aménagement du territoire réunie le 6 avril a émis un avis favorable. De ce fait, il est demandé aux conseillers de bien vouloir autoriser l'EPORA à acquérir la propriété décrite ci-dessus dans le cadre de la convention de veille et de stratégie foncière. Vous avez un plan de masse qui est en pièce jointe. Et qui est proche. Y a-t-il des... Alors, il y a eu une commission aménagement début avril, le 6 avril de mémoire. Le 6 avril. Ah, c'est ça. Donc, y a-t-il des questions ou des observations? Non? Eh bien, je vous propose de... Ah, pardon. Non, juste une... Bon, ça, bien sûr, on est d'accord avec l'acquisition. On aura donc après des projets du promoteur, enfin du constructeur. Et est-ce qu'on va avoir obligatoirement une participation financière? On ne le saura qu'après le projet un peu plus avancé, je pense. Vous connaissez bien le processus, hein, puisque c'est la même chose qu'un rue du Joly, la même chose que rue des Tanneries. Donc, il y a des conventionnements pour la participation financière. Quelquefois, il y en a plusieurs de suite. Hein. Donc, c'est un peu long, mais tout à fait. Et puis, concernant le projet, c'est piloté avec EPORA. Donc, on attend le retour d'EPORA pour qu'en effet, définir un calendrier déjà, puisque le calendrier n'est pas défini. Vous savez qu'avec EPORA, quelquefois, ça prend un petit peu de temps. Donc, en effet, il faut définir un calendrier. Dans le calendrier, après, il y aura éventuellement plusieurs projets. Donc, on reviendra vers vous comme usuellement, en fait. Donc, pour l'instant, pour répondre à votre question, on ne peut pas vous donner de date sur ce calendrier, mais dès qu'on aura une vision, on la partagera. Je veux juste simplement rappeler que j'espère qu'on ne fera pas comme la rue des Tanneries, où on conventionnera avec Palulos, qui contraint fortement toutes les obligations de la mairie, et que pour une subvention qui avait été minime, on a des contraintes importantes, quoi. Parce qu'on est dans les loyers, on peut pas en sortir, et ça avait quand même coûté relativement cher. On a souvent échangé par rapport à ça, donc j'espère qu'on ne fera pas la même chose. Vous savez qu'aujourd'hui, comme on est contraint pour le développement de logements sociaux, PLAI, donc l'objectif, c'est entre 3 et 7. Entre 3 et 7 logements. C'est une petite opération, donc ça, on le fait avec EPORA. Vous aviez aussi une autre question, Monsieur Bancel? Non? Très bien. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Donc, ce point est approuvé. Donc, on va pouvoir commencer à travailler, aller maintenant définir un planning avec EPORA. Le point suivant concerne le bail qui est d'un bien qui est situé 29 rue du Pré-Joly et en plus particulièrement l'achat d'un four encastrable. Et c'est Monsieur Magnoli qui va présenter ce point. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la commune est propriétaire d'une maison d'habitation au 29 rue du Pré-Joly qui a été mise en location donc, en février 2013. Dans l'article 1.4 du bail, il est précisé que la maison était louée avec une cuisine équipée, comprenant entre autres un four, une hotte et une plaque de cuisson. Les locataires nous ont fait savoir qu'ils avaient changé le four qui était tombé en panne et qui était non réparable. Les locataires se sont acquittés de la facture qui devait revenir à la commune. Le montant du four encastrable remplacé est de 299,99 € TTC. Afin de permettre à la commune de rembourser les propriétaires, une délibération est nécessaire. Donc, c'est pourquoi il est demandé aux conseillers de bien vouloir accepter de rembourser la facture de remplacement du four encastrable d'un montant de 299,99 € TTC à Monsieur et Madame Tapissier Grégoire. Y a-t-il des questions ou des observations? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà.
Eh bien, merci à tous pour cette approbation. Le point suivant concerne les chantiers jeunes. C'est Madame Goudard qui va vous présenter ce point. Merci. Alors, comme l'année dernière, nous vous proposons d'organiser 2 chantiers jeunes en partenariat avec la CCPA. Les objectifs de ces chantiers jeunes sont, entre autres, de permettre à des jeunes âgés de 14 à 17 ans de réaliser un chantier de réhabilitation ou de valorisation de l'espace public commun, d'acquérir une première expérience du monde du travail en les sensibilisant au respect des horaires, des consignes et à l'assiduité, d'obtenir une autonomie financière pour réaliser par exemple un projet personnel ou bien un projet collectif, de travailler sur un moment privilégié les notions de cohésion de groupe, de mixité et de respect des règles. Cela leur permet également de partager un objectif d'intérêt général, d'être sensibilisés à la propreté et au respect de leur environnement, de valoriser le jeune au sein de sa commune et de créer du lien social, entre autres. Chaque chantier serait proposé à 6 jeunes pour une durée de 20 heures par jeune répartie sur 4 jours. À l'issue de leur mission, les jeunes percevraient une gratification de 100 €. Et le premier chantier que nous avons imaginé concernera la rénovation du bâtiment du haut de l'ancienne école, qui serait dédié à partir de la rentrée aux associations, et de rénover également le groupe scolaire, donc avec des travaux de peinture, des nettoyages et d'aménagement. Ce premier chantier aurait lieu du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet. Il serait encadré par un agent de la commune. Le deuxième chantier que nous avons imaginé consisterait à travailler dans le service des espaces verts. Il serait également encadré par un agent de la commune. Et il se déroulerait du 24 au 27 octobre, donc pendant les vacances de la Toussaint. Pour la réalisation de ce projet, on devra signer une convention de partenariat entre la commune et la CCPA, ainsi qu'une convention entre la commune et chaque jeune participant. La commission enfance et jeunesse et vie scolaire, qui s'est réunie le 3 mai 2022, a émis un avis favorable à ce projet. Nous vous proposons aujourd'hui de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat avec la communauté de communes des Pays de l'Arbrel, qui est jointe en annexe, ainsi que la convention de partenariat avec chaque jeune participant au chantier jeune, jointe en annexe également. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Les jeunes seront contents. Le point avait vraiment connu du succès l'année dernière. Le point suivant concerne la convention avec l'association Solidarité Emploi et c'est Monsieur Paulny qui va présenter cette convention. Donc, l'association Solidarité Emploi, c'est une association qui est basée dans l'Ouest lyonnais. C'est une association de type loi 1901 qui a été créée, donc l'association mère en 93. Les objectifs de l'association sont de permettre aux employeurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers, de recruter localement tout en accompagnant les candidats à l'emploi dans leur recherche et leur réorientation. Lors du conseil municipal du 31 mars 2021, un avenant à la convention de 2017 a été approuvé, reconduisant cette convention d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2021. L'association Solidarité Emploi étant un partenaire privilégié de la commune dans l'accès à l'emploi et notamment l'emploi local, après concertation entre la commune et l'association, il a été décidé de rédiger une nouvelle convention. On a notamment demandé à l'association de pouvoir organiser un forum des jobs d'été, ce qui a été fait au mois de mars. Et ça a permis de permettre à 34 jeunes, dont 23 Lentillois, de 17 à plus de 25 ans, de pouvoir avoir accès à des offres d'emploi, une soixantaine d'offres d'emploi, pour trouver évidemment des jobs d'été, ce qui intéresse beaucoup les étudiants à cette époque-là.
Donc, les rapports avec l'association sont de plus en plus importants et on a décidé de poursuivre notre association. Donc, la présente convention, elle a pour but de définir les modalités du partenariat entre les signataires en vue d'améliorer le service rendu aux employeurs et aux candidats à l'emploi de la commune de Lantilly, bien entendu des communes alentours aussi, et en vue d'accompagner le développement économique du territoire. Cette convention définit également les objectifs que doit atteindre l'association afin de bénéficier de la participation financière de la collectivité. La convention fixe les conditions financières et notamment les conditions de versement de la subvention qui se montent à 0,50 centimes par habitant, soit pour 6 635 habitants en référence INSEE, un montant de 3 317,50 €. Il est demandé aujourd'hui au conseiller de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer ladite convention ainsi que tout document s'y rapportant. Oui, ce montant-là est exactement la ligne budgétaire telle qu'elle a été prévue lors de la présentation d'il y a 1 mois, 2 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bancel? Bonsoir. Je suis content que ça se passe comme ça parce que vous aviez émis de sérieuses réserves à un moment donné, bon, ce qui est normal, hein, mais ça veut dire que donc cette association fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de bénévoles il y a maintenant et comment on en est où de la... Effectivement, vous avez raison de le préciser. L'équipe de bénévoles a décidé d'arrêter parce que pour différentes raisons, hein, chacun a les siennes et c'était essentiellement des raisons personnelles. Monsieur Perret, qui est le président de l'association, a fait appel à ses connaissances et on est de nouveau sur 3 bénévoles qui sont dédiés sur la section de Lantilly, plus une personne qui est encore en train de s'interroger à savoir si elle y va ou si elle y va pas. Effectivement, nous nous étions interrogés parce que la conjoncture n'y était pas pour rien. Hein, il y avait eu très peu d'aide apportée en 2021, mais parce qu'il y avait eu très peu de demandes, on était dans une zone floue entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, il semble que le marché de l'emploi se rouvre grandement et l'association nous a donné en tout cas satisfaction sur des projets qu'on lui a présentés, dont celui du forum des jobs d'étudiants. J'ai répondu à votre question. D'autres commentaires? Madame Chavreau? Oui, je me souviens qu'on avait effectivement partagé avec vous en commission le devenir du partenariat entre la municipalité et Solidarité Emploi, et on avait notamment évoqué le fait que on souhaitait que l'association s'implique sur des considérations locales au regard du marché de l'emploi à Lantilly et des particularités des difficultés des habitants. Et il nous semblait qu'il y avait une priorité sur laquelle il fallait qu'on travaille ensemble. C'était notamment le public jeune et notamment le premier emploi ou la recherche de stages et de jobs d'été. Et en l'occurrence, il y a eu une première initiative il y a quelques semaines, et je pense que ce serait bien, Monsieur Paulny, que vous puissiez partager les résultats de cette première action. Il me semble que je viens de le faire. Alors, d'une manière qualitative. Bon, Solidarité Emploi donc, est partie à la pêche au job d'été et a pu venir avec une 60aine de propositions, d'offres en tout cas, essentiellement tournées vers les sociétés de services, un peu vers les sociétés de conditionnement ou sur des jobs de manutention. Les lycéens, alors sans dire qu'ils se soient déplacés en masse, sont quand même venus à plus d'une trentaine, dont ce que je disais tout à l'heure, 23 Lantillois, deux Lantillois ayant participé à un autre forum un peu de la même. Ça a permis effectivement de mettre en relation donc des demandes importantes et de satisfaire des besoins
des jeunes qui ne sont pas moins importants. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Je pense que ça a permis de souder l'association municipalité et l'association Solidarité Emploi. Ça nous a permis de bien échanger, de pouvoir voir des projets futurs qui soient de plus grande ampleur. Voilà, eh bien, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou remarques, de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, eh bien, merci. Nous allons pouvoir signer cette convention et rassurer l'association Solidarité Emploi qui attend avec impatience cette convention. Le point suivant concerne une convention entre la commune et la communauté de communes des Pays de l'Arbrel pour la mise en place de composteurs collectifs. Et c'est Monsieur Frédéric Faure qui va présenter ce point. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, le tri à la source des biodéchets est obligatoire pour tous en Europe, comme le prévoit la directive européenne sur les déchets. Excusez-moi, mes lunettes. En France, il ne concernait jusqu'à présent que les gros producteurs. Cependant, la loi anti-gaspillage, en transposant la directive, l'étend à tous les producteurs et aux particuliers. Ainsi, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a modifié l'article L. 541-21-1 du Code de l'environnement en spécifiant qu'à compter du 1er janvier 2024, l'ensemble des biodéchets devra faire l'objet d'une collecte séparée pour être valorisé. De plus, sur le plan individuel, les biodéchets de cuisine, restes de légumes, fruits, constituent environ 30% de nos ordures ménagères, représentant ainsi une part non négligeable des coûts de traitement de nos déchets. Dans le but de réduire le volume d'ordures ménagères et également pour se préparer à l'application de la loi du 10 février 2020, la communauté de communes des Pays de l'Arbrel ainsi que le Citravel favorise la mise en place soit de composteurs individuels, soit de composteurs collectifs. La commune de Lantilly souhaite expérimenter l'installation dans le centre-bourg de sites de compostage collectif. Un questionnaire a été distribué aux habitants d'une zone préalablement définie du centre-bourg afin de connaître l'intérêt des habitants sur ce projet et de leur envie d'implication. Suite aux différentes réponses, 9 personnes se sont portées volontaires pour animer le ou les sites de compostage. Après avoir évalué avec la CCPA et le Citraval les implantations possibles, 2 sites de compostage pourraient être installés. Le premier, rue de la Mairie, vers la boîte à livres. Le second, chemin de la Balle, dans le petit jardin public. Pour cette mise en place de composteurs collectifs, la commune doit signer une convention avec la communauté commune des Pays de l'Arbrel. C'est la raison pour laquelle il est demandé au conseiller de bien vouloir autoriser Madame la maire à signer la ou les conventions. Donc c'est une convention par site. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui, Monsieur Bancel. Oui, c'est une bonne chose, effectivement. On s'interroge seulement sur les lieux d'implantation, parce que le compostage, c'est quelque chose qui attire certainement des bestioles. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose d'envisager de le mettre vers la boîte à livres, proche des commerces? Enfin bon, je ne sais pas, hein, c'est une interrogation. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt envisager de les mettre dans les jardins ou un petit peu en dehors du centre-ville? Alors, je crois que Monsieur Faure va répondre à cette question, puisque la question est souvent posée. Donc, en principe, les composteurs collectifs, il faut qu'ils soient visibles de la population pour montrer comme quoi donc, on a mis en place cette opération-là. Et il n'y a pas plus de crainte que si j'étais dans un lieu discret ou un lieu retiré. Donc il n'y a pas de crainte particulière. Sur une trentaine de réponses qu'on a eues dans le questionnaire, il y a une ou deux personnes qui ont émis des petites craintes sur l'odeur. Et donc la personne chargée des déchets, donc au niveau de la communauté commune des Pays de l'Arbrel, doit qu'on les contacter. Mais par rapport à ce qui est fait dans d'autres communes, il n'y a pas de problème particulier. Donc, mais il faut bien que ces composteurs soient visibles pour montrer donc aux gens comme quoi il y a un site de compostage et donc s'interrogent et peut-être viennent nous demander plus d'informations et savoir comment ça fonctionne.
Peut-être qu'on peut décrire aussi les fonctions des 3 étages là. Oui, donc je vais rentrer un peu plus en détail. Donc il y a 3 bacs compost sur chaque site. Pardon. Que c'est nécessaire puisque ça répond en partie à aussi la question des odeurs et donc, des petites bêtes qui pourraient venir. Donc il y a 3 bacs. Il y a un bac pour les déchets, donc qu'on apporte. Il y a un bac où il y a on met le broyage et un bac où il y a la maturation du compost. En principe, lorsqu'on verse nos déchets, on doit mettre un peu de broyat pour atténuer l'odeur et pour mélanger pour fermenter. Le broyat est alimenté 2 fois par an par la communauté de communes. Au niveau des référents, donc les 9 référents vont avoir une formation par la communauté de communes d'ici fin mai, début juin, si la convention est signée, bien sûr, par l'association Esenia. Et donc, une fois par mois, donc l'association Esenia viendra vérifier que chaque site fonctionne correctement, en présence ou pas des référents suivant les horaires. Et donc, en principe, un site concerne 20 à 30 personnes, 30 familles. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou observations? Oui, Monsieur Chavot. Je suis pour le système de compostage, mais de la même manière que M. Bancel, moi je m'interroge sur ces emplacements, donc je m'abstiendrai sur ce dossier. Y a-t-il d'autres observations? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Chavot. Qui est pour? Eh bien, les autres... on fait 29 moins 1. Ça doit faire 28. Voilà. Merci à tous. Le point suivant, qui sera présenté par Madame Chavreau, concerne l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, que l'on appelle plus facilement la CLECT, ceci relatif au transfert de la compétence mobilité. Oui, merci Madame le maire. Effectivement, c'était un point administratif puisque depuis le 1er juillet 2021, la compétence mobilité qui auparavant était détenue et exercée par les communes a été transférée à la CCPA. Il s'agissait donc d'une compétence juridique, mais qui en pratique n'était pas réellement exercée puisque à l'échelle communale, et on en avait bien sûr déjà débattu, il était très difficile de mener de véritables projets de mobilité, étant donné le niveau d'échelle territoriale. Donc, il s'agit d'une procédure très particulière puisque lorsque il y a un transfert de compétences, il y a un principe de neutralité budgétaire, c'est-à-dire que le transfert d'une compétence ne doit pas impliquer une baisse de ressources ou une augmentation de dépenses d'un côté, c'est-à-dire que toutes les ressources et toutes les dépenses affectées à cette compétence sont transférées en même temps, ce qui fait qu'on a vraiment un principe de neutralité budgétaire. Et lorsque il y avait des charges particulières supportées ou des ressources d'ailleurs supportées par la collectivité qui détenait auparavant cette compétence, eh bien, il doit y avoir une neutralité budgétaire et donc il y a un mécanisme d'attribution de compensation. Donc c'est la CLECT, cette commission locale qui doit évaluer ces charges en cas de transfert de compétences. Donc la CLECT est une commission qui est composée d'élus. Donc au niveau de la communauté de communes, elle s'est réunie donc il y a quelques semaines. Elle a étudié ce transfert de compétences et elle a conclu qu'il n'y avait en fait aucune charge à transférer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'attribution de compensation. En tout cas, c'est le rapport de la CLECT. Il faut ensuite que chaque conseil municipal concerné, donc les 17 communes de la CCPA, prennent acte de l'analyse qui a été faite par la CLECT et que ensuite le conseil communautaire de la CCPA confirme qu'il n'y aurait aucune charge à transférer. Donc ce soir, il vous est simplement demandé d'approuver le rapport de la CLECT tel qu'il a été annexé à la note de synthèse. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Madame Papot. Le service de taxi que la mairie prend en charge ne pouvait pas être une charge transférée? Ça, c'est la première question, puis je poserai la deuxième après. Il n'y a plus de service de taxi puisqu'il s'est substitué, on a substitué à ce service un service
communal, qui est en fait un transport à la carte des personnes, on va dire plutôt des personnes âgées, un service social, qui permet notamment à ces personnes de venir au marché le mercredi. Et donc, il s'agit d'un véhicule qui est mis à disposition de la mairie, financé en fait par un service commercial de publicité et d'un agent municipal qui réalise ses vacations, mais qui est cet agent déjà affecté à des missions sociales. Donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas vraiment d'un mode de transport public de personnes, mais plutôt d'une action sociale, juridiquement. Et par ailleurs, au regard des très faibles montants associés à ce service-là, à ces dépenses, il a été considéré qu'effectivement, au regard des éléments que chaque commune a transmis, en l'occurrence la commune de Lanty a bien transmis ces éléments, eh bien la CLECT a considéré qu'il n'y avait pas de charge à transférer. Également, dans la page 7 de la Convention, on parle de la détermination du montant des attributions de compensation. C'est lorsque donc la mairie aura demandé à la CCPA une action, elle sera chiffrée en fonction, parce que ce sera donc le Citral qui le fera, ou la CCPA demandera ce service. Et comment c'est ce montant de contribution qui sera pris en charge, qui sera déduit, comment ça va marcher? Alors, je vais essayer de l'expliquer. En fait, c'est très administratif, mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences pour la commune de Lanty. Là, on est vraiment sur l'évaluation des charges à transférer dans le cadre du transfert des compétences entre la commune jusqu'à la CCPA. Donc, dans ce mouvement de transfert de compétences, la commune de Lanty a transféré sa compétence à la CCPA. La CLECT, qui s'est réunie, et ça c'était la première étape du calendrier, a considéré qu'il n'y avait pas de charges transférables. Après, dans le calendrier de ce processus, de charges au sens dépenses, au sens montant à transférer. La deuxième étape du processus, c'est ce soir, c'est-à-dire que le conseil municipal doit adopter le rapport de la CLECT et éventuellement faire ses remarques si nous entendions contester ce rapport. Troisièmement, le conseil communautaire doit évaluer les charges à transférer, les charges transférables, et donc le montant des attributions de compensation en fonction, donc, en se basant sur le rapport de la CLECT et par une délibération du conseil communautaire. Or, précisément, ce qui va se passer avec une très très grande probabilité, c'est que, au regard du rapport de la CLECT qui considère qu'il n'y a pas de charge à transférer, le conseil communautaire, et en tout cas c'est ce que je proposerai lors du conseil communautaire, va considérer qu'il n'y a pas d'attribution de compensation à opérer entre la commune et la communauté de communes. Donc clairement, ce sera une opération neutre sur le plan budgétaire, à la fois pour la commune et pour la communauté de communes. Et s'il y avait eu attribution de compensation, la dernière étape du calendrier aurait été que la communauté de communes du Pays de l'Arbrel aurait notifié aux communes le montant de ces attributions de compensation. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Papo? Y a-t-il d'autres remarques ou observations? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. C'était un acte un peu administratif, mais il fallait le faire. Voilà, donc merci à tous. Nous arrivons à la fin de l'ordre du jour, puisque le point suivant concerne les décisions prises dans le cadre de l'article 2122-22 du CGCT. Et donc, pour ce conseil municipal, il n'y a pas de décision prise. Donc, je vous propose maintenant de passer aux informations diverses. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Madame Chavreau qui va commencer avec peut-être comme usuellement sur la CCPA. Absolument, c'est l'info du mois donc de la CCPA qui, en ce mois d'avril 2022, porte sur le nouveau projet de territoire pour le Pays de l'Arbrel, puisque la CCPA a engagé cette démarche d'un nouveau projet de territoire 2022-2040. Avec quelques éléments de contexte que je vais partager. Le territoire change, les besoins des citoyens évoluent et se transforment. Et les collectivités, c'est-à-dire la communauté de communes du Pays de l'Arbrel et les communes, sont en première ligne pour apporter aux habitants, aux partenaires et aux entreprises les conditions pour assurer un développement maîtrisé du territoire en tenant compte des attentes et des grands enjeux, notamment en matière de transition écologique. Donc c'est à partir de ces enjeux que la CCPA a lancé il y a quelques semaines la réécriture de son projet de territoire 2022-2040,
avec une volonté affirmée d'intégrer ces objectifs de développement durable. Donc il s'agit d'un projet global de développement du territoire qui doit aborder tous les domaines qui font la vie de ce territoire, l'économie, les services à la population, l'agriculture, le tourisme, l'environnement, l'habitat, la culture, les loisirs, les modes de déplacement. Depuis plusieurs années, la CCPA s'est vue confier par les communes des compétences importantes pour mettre en place cette stratégie locale de territoire, cette stratégie de transition écologique. Et on vient d'aborder un exemple avec la compétence mobilité, mais avant ce transfert, il y a eu le transfert de compétences déchets, le plan climat, l'aménagement du territoire, la GEMAPI, c'est-à-dire la prévention des inondations, le pluvial, l'assainissement. Mais l'objectif, c'est bien d'exercer toutes ces compétences en préservant l'identité du territoire. Donc l'objectif du projet de territoire, c'est de définir des orientations à moyen terme, c'est-à-dire 10-20 ans, et de définir les priorités qui vont accompagner les choix politiques dans les prochaines années. Donc c'est un document de prospective et de stratégie. Donc il faut indiquer une volonté collective, et dans cette démarche, la CCPA est partie d'un diagnostic du territoire et s'est fait accompagner par le CEREMA pour établir une concertation à travers plusieurs ateliers. Donc il y a eu dans un premier temps un travail entre élus, et ce dernier samedi a eu lieu un atelier participatif auquel étaient conviés l'ensemble des acteurs du Pays de l'Ardrel, y compris les habitants, qui ont pu donc travailler en sous-groupe et échanger sur leur vision actuelle du territoire et réfléchir à l'avenir du Pays de l'Ardrel à l'horizon 2040. L'idée, c'est de faire ressortir les principaux enjeux de développement. Et il y a eu donc plus de 80 personnes qui ont participé ce samedi à Sourcieux à cet atelier participatif, avec une multitude d'idées et des grands enjeux qui ont été, j'ai trouvé en tout cas, mais ce serait bien que vous puissiez témoigner, ceux qui ont participé samedi, une vraie convergence sur des enjeux fondamentaux. Donc l'objectif, c'est de rassembler l'ensemble de ces analyses avec la contribution des habitants et de réécrire un nouveau projet de territoire qui sera présenté au public le 30 juin prochain, donc dans à peine quelques semaines, le 30 juin 2022. Donc ce que je trouverais intéressant, si vous étiez plusieurs représentants élus, il y avait également des habitants lentillois qui ont participé, mais puisque ce soir vous êtes présents, j'en vois quelques-uns, ce serait bien peut-être que vous puissiez témoigner de cette démarche et de votre participation. Qui veut commencer ? Hélène Nogues? Non. Frédéric Fort? Oui, je veux bien. Donc, on était à peu près une centaine à peu près de participants. Donc, on était répartis sur 7 tables différentes. Donc, et j'ai avec les enjeux, d'après ce que j'ai retenu, il y avait 3 enjeux bien particuliers. C'était la mobilité, l'alimentation et le cadre de vie. Donc, voilà. Donc effectivement, pour compléter cette vision-là, alors voilà, l'idée c'était vraiment de nous faire travailler tous ensemble sur cette vision partagée en fait du futur du territoire, avec trouver un peu les leviers en fait d'une dynamique de notre territoire en 2040. Donc ils nous ont fait travailler sur cette vision 2040 pour ancrer sur des dynamiques et des projets opérationnels, enfin concrets. Et effectivement, on a très bien vu qu'au travers de tous les participants, il y avait essentiellement ces 3 grands enjeux, 3 grands défis de comment je préserve en fait ce cadre de vie et comment je maintiens ce bien vivre en fait sur notre territoire, avec notamment l'idée de préserver nos espaces naturels, mais pas que, mais aussi construire ou trouver des espaces citoyens. Il y avait également tout un ensemble de réflexions, de projets autour du bien manger. Donc cette idée de comment on se réattribue finalement notre destin alimentaire, comment on favorise le maraîchage, comment on le densifie, comment on imagine des notions de stockage, de conservation, de distribution. Et il y avait également tout un pan sur le bien consommé.
Donc le bien consommé, donc en l'occurrence donc sur cette alimentation, l'idée de la qualité, de la proximité du locavore, mais également bien consommé dans le réemploi, dans la circularité en fait des matériaux. L'idée de toujours développer les infrastructures autour de la valorisation des déchets ou la réparabilité. Donc avec un grand succès sur le Hyper Café qui a beaucoup été décrit dans ces projets de 2040. Il y avait également cette idée du bien se déplacer, qui un élément vraiment de fond et qui structure l'enjeu de nos territoires aujourd'hui, mais qui a été largement, là aussi, repris par les participants, avec la place du vélo, mais pas que, toutes les solutions en fait alternatives à la voiture, en parlant de la densification, l'élargissement et la mise en place de fréquences plus régulières sur les lignes d'interconnexion avec l'ensemble des communes, mais aussi avec Lyon. Et effectivement, un autre point aussi qui a été régulièrement soutenu, c'est cette notion de dynamique économique en fait du territoire, de la place des jeunes, comment on maintient en fait les jeunes sur nos communes pour éviter ce flux en fait vers les grands pôles attractifs de notre département ou de notre région. Comment faire en sorte qu'ils trouvent tous, que ce soit au premier emploi ou en reconversion, leur place et participer à la dynamique économique de notre communauté de communes. C'était très intéressant, très enthousiasmant. Eh bien, merci pour ce retour très complet et qui donne envie de participer. Je vais dire un petit mot. J'ai trouvé que l'opération était très bien organisée. Et pour compléter, on a aussi vu l'impact de la métropole sur notre territoire. On a dû dégager les points forts, les points faibles et les défis du territoire. Et j'ai trouvé que les orientations qui ont été définies correspondaient assez bien à notre plan de mandat et à notre campagne électorale. Eh bien, Madame Chavreau. Du coup, pour enchaîner sur une action très concrète pour montrer qu'effectivement, comme le disait Robert de Seignet, je pense qu'à l'Antilles, on est bien inscrit dans les grands enjeux qui ont été dégagés par l'ensemble des participants samedi. Une information sur une action très concrète concernant les mobilités, et en l'occurrence le vélo, et plus particulièrement le stationnement vélo, puisque on l'a dit encore tout à l'heure, c'est bien la communauté de communes du Pays de l'Arbrel qui porte cette compétence mobilité. Et pour aider les communes à agir très concrètement sur la politique cyclable, la communauté de communes s'est dotée de 300 arceaux vélos pour déployer un stationnement sécurisé sur l'ensemble du territoire. Et donc, bien sûr, l'Antilles en bénéficie. Et je propose à Frédéric Faure d'expliquer comment ça va se passer dans les prochains jours. Oui, donc parmi les 300 arceaux qui ont été achetés par la communauté de communes à une entreprise en plus locale, donc la commune de l'Antilles s'est vu attribuer 34 arceaux. Et lors d'une réunion du groupe de travail vélo qui a été initié au mois de mars, il a été décidé de prioriser 6 lieux pour installer ces arceaux, ces 34 arceaux. Donc les écoles publiques, l'école privée, le centre-bourg, côté Carrefour Market, la passerelle, le gymnase Jacqueur et le gymnase de Daniel-Roubillard. Et donc on a reçu aujourd'hui les 34 arceaux de la part de la communauté de communes, le Pays de l'Arbrel. Et donc l'installation de ces arceaux aura lieu dans les semaines à venir, d'ici fin mai ou début juin. Voilà. Je le précise, une vraie volonté d'associer les usagers au choix des emplacements pour que vraiment ce soit le plus pertinent et qu'on incite le maximum de personnes à se déplacer à vélo, alors en tout cas à stationner, puisque évidemment, pour ce qui concerne les infrastructures cyclables, c'est-à-dire permettre aux habitants de tous les âges de se déplacer à vélo en sécurité, il y a encore beaucoup à faire. Merci. Je vous propose donc de poursuivre avec des informations générales. Allez-y. N'importe. Madame Goudard. Alors, quelques informations concernant la délégation enfance, petite enfance, jeunesse et vie scolaire. Avec les jeunes du conseil communal des jeunes, nous programmons une visite des équipements sportifs de différentes communes alentours le 21 ou 22 mai prochain.
Donc, on va visiter les communes de Brinda, de Marcy-l'Étoile, de Chaponneau, enfin voilà. Et l'idée, c'est de prendre des photos et d'essayer de voir un peu ce qui se fait ailleurs pour voir ce qu'on pourrait installer sur l'Antilly. Autre information, le Conseil communal des enfants, cette fois, se tiendra le 21 mai à 11h30, donc le samedi 21 mai, pour une réunion suivie d'un pique-nique avec les enfants. La finale du concours de lecture à voix haute pour les collégiens, les 6e, 5e du collège Jacques-Cœur, aura lieu le lundi 30 mai à 18h, ici même à la Passerelle. Et le même concours, mais pour les CM1, CM2 des écoles Pré-Berger et Jeanne d'Arc, aura lieu le mardi 31 mai à 18h30, ici même également. Donc ces concours seront co-animés avec Richard Surlop, donc notre conseiller délégué à la culture, que je remercie pour cet excellent travail d'organisation et de préparation. Il y a une commission d'admission des petits lutins demain à 19h. Le 23 mai, nous accueillerons en mairie les élèves de CM1, CM2 de l'école Jeanne d'Arc pour répondre à leurs questions et leur faire visiter la mairie. Nous avions également fait cette visite avec des élèves de l'école du Pré-Berger le 18 mars dernier. Et voilà, je crois que c'est tout pour le calendrier à venir avant le prochain conseil municipal. Monsieur Chavot. Alors, 2 informations. On a, la semaine dernière, fait passer donc, les sociétés pour les contrôles des équipements des gymnases, notamment. Et certains auront peut-être remarqué qu'on a été obligé de consigner donc, les barres parallèles et barres fixes, parce que la société qui est intervenue, qui est une société de compétences mutualisées sur la CCPA, hein, donc on passe par une société qui est choisi par la CCPA, nous a malheureusement envoyé un technicien qui semblait totalement incompétent, pour pas dire plus. Voilà. Donc il nous a fait tomber les barres, le matériel est inutilisable, il y a eu de la casse. Donc aujourd'hui, c'est consigné et c'est effectivement une gêne pour a priori les profs de gym qui m'ont laissé plusieurs messages dans ce sens, avec qui j'ai échangé. Voilà. Ça, c'était la première information. Deuxième information, les ventes d'espaces publicitaires ont commencé donc auprès de nos annonceurs, donc nos artisans, commerçants et les gens de zone industrielle, etc., pour le minibus 9 places qui, on l'espère, pourra démarrer au profit des associations en septembre. Je rappelle que pour ce minibus, on aura uniquement les frais d'entretien et d'assurance à payer. Les associations paieront le carburant. Merci. On continue avec Monsieur Magnoli et les travaux. Alors moi, comme habituellement, je vais vous parler un peu des voiries. Déjà concernant la rue Châtelardru, donc les travaux de réfection sur une partie de la rue Châtelardru ont eu lieu pendant les vacances scolaires du mois d'avril. Donc encore désolé pour les désagréments causés pour les commerçants et pour les riverains. Il va manquer plus que le marquage au sol à faire, qui va être réalisé dans une quinzaine de jours à peu près. Une deuxième information aussi que je viens d'avoir mardi dernier concernant les travaux du 1 rue du Joly. Donc normalement, il devrait refaire normalement les trottoirs, les marquages au sol et la reprise de quelques petits travaux d'ici fin août, début septembre. Parce qu'apparemment les premiers locataires devraient rentrer début septembre. Voilà. Et après, 2 dates à retenir. Donc la date du 21 mai, le lundi 21 mai au soir. Samedi 21 mai, c'est le 24 après. Le samedi 21 mai pour le chemin du Guéret, concernant la voirie pour la mise en place provisoire de stationnement et d'alternat. Donc c'est une présentation qui aura lieu donc samedi matin donc à 11h en bas du Guéret. Et la deuxième information, donc c'est pour le lundi 24, ce coup-ci, je ne me trompe pas. 23 ? Je ne vais pas y arriver, hein. 23. Le 24, il n'y a rien. Le lundi 23, concernant l'aménagement du carrefour du Poirier. Donc on va réunir le groupe de travail pour voir la solution la plus adaptée
pour cet aménagement d'ici la fin d'année. Voilà. Merci. Monsieur Surlop. Bonjour à tous. Juste un mot pour rappeler que le programme culturel se termine généralement au mois de mai, et donc il a été achevé sur une pièce de théâtre au début de ce mois, pour laisser la place la plupart du temps aux associations pendant le mois de juin. C'est là qu'elles s'expriment généralement avec des galas de fin d'année ou des choses de ce genre. Donc je citerai simplement trois parmi plusieurs. Il y a le 11 mai un concert de la chorale Mélie Mélodie. Il y a dans la semaine du 13 au 17 l'ensemble des concerts de La Note, avec toutes les classes, je dirais, et les registres qui le font. Et en particulier, lors de la fête de la musique, peut-être que d'autres en parleront, l'association Vent d'Ouest qui s'y produira également. Voilà. Reprise des activités en septembre. On va. Alexandra est très, très désireuse que je parle d'une autre association qui fait du théâtre, c'est la Star Trek, qui va donner fin de mois une pièce de Brecht qui s'appelle La Noce chez les petits bourgeois. Et donc il y a 3 séances, 2 qui se trouvent en matinée, généralement sur le début d'après-midi et le soir, et l'autre qui se trouve en soirée. Il y a des affiches qui sont sur les portes de la passerelle. Je vous incite et je nous incite à aller voir ce groupe, parce qu'ils ont été privés de répétition comme beaucoup d'autres, pendant tout le temps de la Covid. Et donc c'est un peu leur renaissance, si je puis dire, avec cette superbe pièce fin du mois. Je peux vous trouver les dates tout à l'heure, mais vous les aurez également sur le site de la mairie et vous les aurez également sur les portes de la passerelle. Eh bien, dans la continuité, donc, on va laisser Lise Monnier aussi compléter ce programme d'animation et de festivités sur les semaines à venir. Bonsoir. Alors, cette année, le Bel été à l'Antille aura lieu du 15 mai au 18 septembre. Il débutera donc ce dimanche à 11h avec une animation sur le marché proposée par l'association La Note, qui fera un concert. Ensuite, on aura le mardi 21 juin la fête de la musique qui débutera à partir de 18h. Un programme détaillé sera communiqué aux Lantillois quelques temps avant. Je peux d'ores et déjà vous dire que les enfants de l'école se produiront sur les marches de l'église. Les associations lantilloises, elles, seront dans le jardin de la passerelle et qu'à partir de 20h, 2 groupes se produiront sur la scène rue de la mairie. Et la restauration et les buvettes seront tenues par les associations qui le souhaitent. Ensuite, le vendredi 1er juillet à 20h, c'est une soirée qui est consacrée aux enfants, puisque c'est une idée qui a été proposée par le CCE et qu'aura lieu une soirée mousse à 20h. Le dimanche 10 juillet, à 11h, aura lieu une animation sur le marché avec un duo musical qui s'appelle Point de chute. C'est un duo atypique, principalement de clarinette et de guitare, mais pas que, puisque les 2 musiciens, Tommy Phillis et Nathan Brunet, sont multi-instrumentistes. La Vogue sera place de l'Europe du vendredi 22 juillet au lundi 25 juillet. Le samedi 23 juillet à 19h, on aura la fête de l'été qui, cette année, sera sur le thème de l'Italie. On aura le repas des commerçants, un spectacle, le feu d'artifice et un bal. Et la billetterie sera ouverte prochainement chez les commerçants. Le dimanche 4 septembre, c'est à nouveau consacré aux enfants avec une sculpture de ballon à 11h en animation de marché. Et le sculpteur s'appelle Jimmy Lacouture. Et cela se termine le dimanche 18 septembre avec une animation de marché à 11h avec une musique musette animée par Henri Gatignol. Voilà. Merci à tous pour tous ces rendez-vous. Je vais laisser aussi Si Madame... Juste de préciser les dates. Pour la noce chez les petits bourgeois, c'est le vendredi 20... J'ai perdu cette page, mais ça va se retrouver facilement. Du moins, je crois. Voilà.
plus ou moins facilement. Bon, le vendredi 21, c'est à 20h30 et le samedi 22, il y a une séance à 15h30 et une autre à 20h30. Merci à tous. Nous allons compléter cet agenda par d'autres dates et je vais laisser Madame Noguès-Brunet vous présenter la fresque du climat. Voilà, elle n'est pas prévenue, mais Effectivement. elle va. Voilà, donc juste pour revenir sur cette Pas la démarche. fresque du climat dans son détail, mais surtout les dates. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est une démarche qui donc, se tient auprès des élèves de CM1, CM2 de nos écoles de l'Antilly. Donc, école Jeanne d'Arc qui ouvre, si je peux m'exprimer ainsi, le bal avec la date du 20 mai, donc à partir de 13h30. Donc, l'atelier se tiendra tout l'après-midi avec le concours, bien sûr, des professeurs des écoles et des animateurs donc bénévoles de la fresque du climat. Et elle se poursuivra sur l'établissement du Pré-Berger le 17 juin et le 24 juin. Donc pareil, toujours un vendredi après-midi auprès des CM1 et CM2. Le nom des bénévoles quand même. Oui, donc il y a donc Agnès Sibel qui sera animatrice, Lara Russo, Corinne Dugas et moi-même. Voilà, merci Hélène. On va continuer l'agenda avec alors les agendas, les dates, et puis après on reviendra à Monsieur Frachis. Les agendas avec Monsieur De Seignet qui va nous rappeler. Alors oui, d'abord, première information, mais vous la connaissez déjà. Vous savez que suite aux élections présidentielles, il y a des élections législatives, les 12 et 19 juin. Donc je rappelle, comme j'avais déjà dit, que la tenue des bureaux est une obligation pour les conseillers municipaux, sauf raison sanitaire ou professionnelle. Alors si des conseillers ne peuvent pas tenir un bureau, il est fortement recommandé qu'ils trouvent un remplaçant, voilà, si c'est possible. Voilà pour la première information. Pour la seconde, donc, ça concerne le budget participatif. Donc, conformément à nos engagements, on propose à tout l'Antillois de proposer, lui aussi, un projet qui lui tient à cœur, soit pour favoriser le lien entre les Antillois, pour améliorer le cadre de vie, peu importe. Il faut que ce soit un sujet d'intérêt général, bien sûr. Et puis, ça va se passer en 6 phases. Alors, la première phase, ça consiste à remplir un formulaire, à déposer un formulaire, soit à la mairie, soit par Internet. Ensuite, le dépôt du dossier doit être fait au plus tard le 1er septembre, par courrier, par mail ou sur le site. Ensuite, à partir du 1er septembre, il y aura une présélection. Ça va passer devant une commission qui vérifiera les critères, la conformité aux critères d'éligibilité. Et puis, la faisabilité technique aussi sera examinée. Et ça, c'est jusqu'au 10 octobre. À partir du 11 octobre, il y aura une présentation de ces projets, des projets sélectionnés qui sont retenus. Il sera présenté par le porteur à la passerelle. Ça sera une présentation publique. Ensuite, 5e phase, les Antillois voteront pour les projets qui auront été retenus. Alors, soit c'est à définir encore, mais soit en mairie, soit sur site. Ça se fera entre le 11 octobre et le 15 novembre, ce vote. Et à partir du mois de décembre, il y aura la présentation des résultats avec les projets qui sont retenus et qui seront mis en œuvre en 2023. Alors, le budget maximal est de 20 000 € pour la somme de tous les projets qui seront retenus. Voilà. Merci, Monsieur Frachis. Alors, on va laisser peut-être Monsieur Polny qui a des dates qui complètent l'agenda, disons. Voilà, donc, alors, vous êtes peut-être, vous ne savez peut-être pas que le 10 mai était organisée en France la journée nationale de l'esclavage, de la traite et de l'abolition de l'esclavage. Et le 23 mai est organisée la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Ainsi, on s'est inscrit dans la démarche en proposant 2 animations. La première étant la mise en exergue des ouvrages traitant de l'esclavage à la médiathèque et qui vont être consultables pendant, on va dire, à peu près le mois de mai.
Et ce samedi, le samedi 14 à 20h30, est organisé et sera projeté par la Bobine Magique le film Amistad de Steven Spielberg, avec notamment Morgan Freeman et Anthony Hopkins pour les cinéphiles. Voilà, donc cette projection est proposée gratuitement pour l'ensemble des Lantillois, ceux qui le veulent. Donc le samedi 14 à 20h30, ici, à la salle de la Passerelle. J'ai donné madame. Merci. Et donc, Monsieur Frachis. Pas de date, juste un point d'avancement. Par rapport au projet de rénovation du centre d'animation, on a reçu 3 offres pour la maîtrise d'œuvre qui sont en cours d'analyse. Donc on sera prochainement à même de notifier le marché et de pouvoir avancer sur un planning prévisionnel pour engager les travaux de rénovation du centre d'animation. Et par ailleurs, en parallèle, on continue les échanges avec le CIDER pour avancer sur un projet d'extinction partielle de l'éclairage public. Donc un travail est en cours pour analyser tout ça. Merci. Pour compléter, et en l'absence de Monsieur Grimonet, donc je vous rappelle la semaine prochaine, la commission générale le mardi 17 mai, et puis la réunion publique sur le PLU le mercredi 18 mai. Et pour finir avec toutes ces dates, je vous rappelle aussi le prochain conseil municipal qui se déroulera le mercredi 8 juin. Et bien, une autre. Alors, si certains ont des informations autres que des agendas. Oui, alors pour rappel aussi, je vous rappelle que la situation en Ukraine, hélas, ne s'améliore pas. Que les personnes, il faut savoir qu'à Lantilly, il y a 4 initiatives privées, c'est-à-dire 4 familles qui ont été accueillies chez 4 familles de Lantillois. Nous nous efforçons, notamment via le CCAS, à aider et les Ukrainiens qui sont arrivés et les familles qui reçoivent, parce que c'est un engagement fort, prenant, prégnant. Aujourd'hui, le conflit s'inscrivant dans la longueur, il ne faut pas croire que les Ukrainiens n'ont plus besoin de rien. Il y a eu un très grand effort de solidarité qui a été mené par les Lantillois avec énormément de dons. La création spontanée d'une équipe de 15 bénévoles pour trier, répartir, faire envoyer les colis qui partent chaque semaine en Ukraine. Certaines mairies du territoire nous font confiance puisqu'ils nous amènent leur récolte que nous redispatchons, retrions, redistribuons. Le message, c'est voilà, il faut continuer. On a encore besoin, les Ukrainiens ont encore besoin de nos dons pour pouvoir se vêtir, se nourrir et se soigner. Donc, ne baissons pas les bras sur l'accueil des Ukrainiens. Voilà. Merci. On va continuer le tour de table avec Monsieur Faure. Oui, donc j'avais 2 petites dates à vous dire donc, par rapport à l'agenda. Donc c'était le dimanche 15 mai, en plus de l'animation musicale, il y a une animation sur les tri des déchets avec le Citréval. Donc Citréval, c'est le syndicat qui chapeaute plusieurs communautés de communes sur la gestion des déchets. Donc la personne sera présente sur le marché, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur le tri. Et donc en ce moment, donc, on a lieu les semaines de l'environnement, donc qui ont débuté le 2 mai, qui se déroulent jusqu'à fin juin. Et plus de 50 animations sont proposées et sont gratuites. Donc c'est bien d'en profiter. Et l'animation phare de ces semaines de l'environnement est fixée donc, le samedi 21 mai à Fleurieux-sur-Arbrel pour le marché de l'environnement. Donc le marché de l'environnement où il y a différents exposants sont présents, soit qui concernent l'habitat, l'alimentation ou l'artisanat et la vie associative. Donc voilà, je vous conseille d'aller le samedi 21 mai, donc entre 9h et 18h à Fleurieux-sur-Arbrel. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres informations ou questions? Alors, Madame. une dernière information et après, tout le monde pourra aller déjeuner, dîner ou aller dormir. Oui, avant les questions du public, bien sûr. Alors,
La commune aujourd'hui, enfin la restauration scolaire des enfants est gérée par un contrat de concession, donc une délégation de service public que nous avons comme prestataire Mille et un repas. Ce contrat de concession prendra fin le 31 août 2023. Donc nous réfléchissons aujourd'hui aux différents modes de gestion qui existent pour pouvoir être prêts à opter pour la meilleure décision possible pour la rentrée 2023. Voilà. Alors, c'est pas fini. Il y a encore donc un complément que souhaite ajouter Monsieur De Seigné. Juste une dernière précision que j'ai oublié de vous dire. Pour le budget participatif, tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier sont disponibles sur le site, notamment le formulaire et les critères d'éligibilité. Voilà. D'autres interventions? Non? Eh bien, je vous propose de clore ce conseil municipal pour sa partie officielle et de passer donc maintenant aux questions du public. Donc, on a quelques personnes qui sont ici présentes. Oui, Monsieur Allouin. Je reformule la question parce que je ne sais pas si le public entend à distance. Donc, est-il prévu que les déchets des restaurants, enfin du restaurant scolaire, soient intégrés dans les composteurs dont on a parlé tout à l'heure? Actuellement, les déchets, une partie des déchets va dans les composts du jardin partagé de Laval. Mais il est prévu d'installer un composteur collectif au niveau de l'école et du restaurant scolaire. Voilà. D'autres questions? Non. Donc, à distance, vous pouvez poser les questions, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de ce que l'on me dit. Je vois ça, ça doit vouloir dire non, il n'y en a pas. Très bien. Eh bien, donc, il n'y a pas de questions du public. Eh bien, bonsoir à tous. Au 8 juin. Et puis, bonne soirée.